Bonjour, donc on se retrouve pour le cours de rapports sociaux et inégalités. On est rendu donc à la deuxième partie de ce cours, rapports de sexe et inégalités. Voilà, qu'on a déjà démarré. Donc la précédente séance, je vous demandais de visionner le film 30 ans de télé, vie de couple, vie de famille, donc qui avait été réalisé par la chaîne télé Antenne 2 en 1986. Antenne 2 étant en quelque sorte l'ancêtre de ce qui s'appelle aujourd'hui France 2. Et donc, je vous demandais de prendre des notes sur les statuts, les fonctions, les rôles des hommes et des femmes selon les époques, puisqu'on a 30 ans de couverts par les extraits télévisés qui ont été mis bout à bout de façon chronologique dans ce document. Je vous demandais de pointer également les transformations que vous pouviez saisir de ces rapports sociaux de sexe et puis aussi de capter quels étaient les moteurs de ces transformations. Alors je vous avais aussi un peu alerté sur le fait que les familles, les hommes et les femmes que l'on entend dans ce document ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population. Il y a à la fois une surreprésentation des familles populaires et aussi une surreprésentation des familles nombreuses. Tout ça pour vous pointer le fait que les familles et les femmes que vous entendez parler dans le document, qui ont beaucoup d'enfants, ne doivent pas cacher le fait que beaucoup de familles et beaucoup de femmes n'en ont eu qu'un seul, ou voire même aucun. Alors, sur les questions que je vous avais posées, qu'est-ce que vous avez pu constater sur les statuts, les fonctions, les rôles de ces hommes et de ces femmes que l'on entend, que l'on voit dans ce document, selon les époques? On peut dire que les, les fonctions, les rôles des femmes et des hommes sont moins différenciés après les années 60. Rappelez-vous cette femme chauffeur de bus voilà, qui de fait a un emploi, et un emploi qui a priori n'est pas perçu comme féminin, qui dit très explicitement qu'elle ne veut pas se marier, qu'elle veut avoir un enfant, des enfants, euh, mais garder, que l'enfant porte son nom à elle, garder son nom. Autant de choses, elle souligne l'importance de l'indépendance financière acquise par l'emploi salarié. Tout cela tranche fortement avec ces femmes au foyer que vous avez pu voir et entendre jusqu'aux années 60. De fait, ce sont aussi les statuts des uns et des autres qui se transforment avec des femmes qui se positionnent comme subordonnées jusqu'aux années 60. Vous avez vu cette jeune femme qui dit que lorsqu'elle sera mariée, voilà, elle sera en quelque sorte subordonnée à son époux. Cette femme plus âgée qui dit que pendant longtemps, l'intervieweur lui demande: est-ce que vous obéissiez à votre mari et elle répond oui. C'est celle qui disait qu'elle ne coupait pas ses cheveux et ne se maquillait pas étant jeune parce que son mari ne le souhaitait pas. Donc on voit que les statuts qui étaient fortement hiérarchisés avant, enfin, jusqu'aux années 60, le sont moins après. Et donc concernant les rapports sociaux de sexe, on peut dire que la hiérarchisation s'atténue et simultanément la différenciation s'atténue aussi. Les femmes retournent à l'emploi salarié, les femmes sortent de leur statut d'épouse et de mère, et la différenciation est moins marquée, même si pour autant elle existe encore. Alors les moteurs de ces transformations, on les voit dans le document, on les avait déjà signalés à la séance précédente, mais là pour le coup vous les avez entendus et vus dans les extraits présentés.
d'abord le fait que l'instruction, hein, la scolarité est plus longue autant pour les filles que pour les garçons, et donc l'instruction, hein, est bien plus élevée, hein, et donc cela participe, hein, forcément à la façon dont les gens pensent, hein, et dont ils se positionnent, hein, les uns par rapport aux autres, et en particulier du côté des femmes, hein, il y a un, un rejet, hein, de la dévalorisation qui leur est faite. C'est aussi la mise en place de la contraception médicale, hein, ce qu'on appelle la pilule, puis la légalisation de l'avortement qui amène un meilleur contrôle des naissances, hein, la maîtrise de leur fécondité par les femmes, qui participe aussi de ce changement de statut, hein. Pour la sociologue canadienne Marie-Blanche Tahon, Tahon, c'est une sociologue québécoise, donc elle a écrit en français, hein, vous trouverez un ouvrage aux presses universitaires de Rennes. Pour Marie-Blanche Tahon, c'est cet élément-là, hein, le contrôle de leur fécondité par les femmes, qui a permis cette égalitarisation des statuts entre hommes et femmes, puisque désormais, hein, les femmes n'ont pas de différence avec les hommes, hein, deviennent, elles ne sont enceintes, elles deviennent mères uniquement lorsqu'elles le souhaitent. Donc ça ne peut plus être un argument pour les différencier, les discriminer, que ce soit dans l'emploi, dans l'accès aux responsabilités politiques ou autres. C'est aussi bien sûr le fait que les femmes à partir de 65 reviennent dans le marché de l'emploi et donc accèdent à une rémunération, hein, et donc à leur indépendance économique qui participe, hein, clairement à une égalitarisation des statuts entre femmes et hommes. Et puis, de façon plus large, hein, le mouvement d'individualisation qui se perpétue, l'urbanisation, hein, qui là aussi se poursuit, et en même temps que les gens vont de plus en plus habiter dans les villes, hein, les façons de vivre, les modes de vie, hein, se transforment. On sort d'un mode de vie d'interconnaissance, hein, plus ou moins communautaire, hein, qui existait dans les villages, pour un mode de vie beaucoup plus anonymisé, hein, beaucoup plus euh, indépendant, hein, les uns des autres, individualiste. Et donc cela aussi participe à l'émancipation des femmes, hein. Il n'y a plus ce contrôle social qui pouvait exister dans des plus petites entités. Et puis aussi, hein, dans le contexte de la fin des années 60, une aspiration forte, hein, de la part des femmes, de la part des jeunes, à la liberté, à l'égalité, hein. Ce sont des valeurs portées sur les frontons des monuments publics, hein, mais là, il y a une revendication très forte à ce que cela s'inscrive dans les réalités sociales, hein, et voilà, cela participe des mots d'ordre, hein, de mai 68 en particulier. Vous avez vu également, hein, dans ce document comment les femmes ont elles-mêmes été moteurs de ces transformations. À la fois les femmes qui se sont mobilisées, hein, pour mettre ces questions sur la place publique. Vous avez vu un extrait, hein, d'un film de la manifestation du MLF en 1971, hein, avec des slogans du type mariage piège à con, par exemple. Et il y en avait d'autres de même nature, qui montrent bien que les femmes ne souhaitent plus être des épouses, des femmes au foyer, et souhaitent être des individus autonomes, hein, pleinement, pleinement indépendantes vis-à-vis de leurs époux. Et puis, on voit aussi un autre moteur, sans doute moins visible, hein, qui a été moins pointé par les chercheurs, mais là, on l'entend dans les témoignages des femmes qui sont femmes au foyer et qui disent
Je ne veux pas que mes filles, ma fille, soient comme moi. Je veux qu'elle soit instruite, qu'elle aille à l'école, qu'elle ait un diplôme pour accéder à un emploi. Et cette transmission, hein, de nouvelles façons de penser, de ces femmes au foyer qui sont insatisfaites de leur situation, qui vont transmettre à leurs enfants, et en particulier à leurs filles, le souci, hein, de ne pas être dans la situation qu'elles connaissent, hein, et elles le disent très explicitement, vous l'avez entendu, hein, je ne veux pas qu'elle soit comme moi, hein. Donc cela est aussi un moteur peu visible, hein, mais des transformations qui ont eu lieu à partir du milieu des années 60. Cette réduction de l'inégalité entre femmes et hommes, si l'on regarde aujourd'hui ce qu'il en est, on peut dire qu'il n'est pas terminé. Et les travaux que l'on a, on a un certain nombre d'enquêtes, hein, qui cherchent à cerner le fonctionnement familial, hein, dans, dans la société française aujourd'hui, montrent qu'on peut distinguer trois types de fonctionnement. D'abord, un fonctionnement qu'on pourrait appeler familialiste, hein, c'est-à-dire semblable à celui qui prédominait entre les années 20 et les années 60, avec la responsabilité économique assumée par l'époux, l'autorité aussi, hein, détenue par l'époux, et la responsabilité domestique et parentale assumée par l'épouse. Ce type de fonctionnement est observable aux deux pôles de la hiérarchie sociale. D'une part, en haut de la hiérarchie sociale, hein, alors ça peut vous surprendre, mais on le constate, hein, dans des familles aisées où les deux conjoints sont souvent hautement instruits et diplômés, les revenus étant élevés, c'est souvent un choix, hein, que l'épouse ne travaille pas, hein, et se consacre à l'organisation familiale, hein, avec souvent des aides ménagères, hein, des employés de maison, etc. Euh, mais en tout cas, un retrait, hein, de la vie professionnelle, et donc de fait, hein, une autorité davantage détenue par l'époux. Et puis à l'autre pôle de la hiérarchie sociale, hein, alors bien sûr des familles euh, qui viennent de pays où la hiérarchie entre hommes et femmes est encore la forme légale, hein, et le fonctionnement usuel en vigueur. Et donc il est assez logique, hein, que en arrivant en France, ce fonctionnement perdure, mais aussi des jeunes que l'on dénomme de la deuxième génération. C'est une appellation d'ailleurs impropre, hein, puisqu'ils sont nés en France et donc on ne peut pas considérer qu'ils soient la deuxième génération de l'immigration. Mais c'est l'appellation courante, hein, donc on va la garder pour le moment. Cette, cette population met parfois aussi en œuvre, hein, ce fonctionnement très différencié entre hommes et femmes, hein, avec l'idée que cela serait, hein, le, 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 fonctionnement usuel, hein, traditionnel chez eux, comme ils disent parfois. Alors c'est une part seulement de cette population, hein, mais on le voit. Mais on le voit aussi, hein, dans des familles populaires d'origine française, hein, où les jeunes hommes se positionnent en chef de famille, hein, avec l'autorité sur leurs compagnes et sur leurs enfants. Cela a été étudié par un sociologue qui s'appelle Daniel Weltzerlang. Ça s'écrit W-E-L-T-Z-E-R-Lang, L-A-N-G. Et Daniel Weltzerlang a étudié la masculinité en France aujourd'hui, et il pointe que dans
les milieux sociaux les plus modestes, les hommes ont parfois la propension à revenir à un rôle très traditionnel, hein, de masculin, et donc le rôle d'autorité, hein, particulier au sein de la famille, comme revalorisation. Il analyse ce phénomène comme étant une façon, hein, pour des hommes qui sont disqualifiés socialement, hein, par des situations de chômage, par exemple, euh, comme étant un moyen de se requalifier socialement, de se revaloriser socialement, et donc par le biais, hein, de cette position de chef de famille, hein, dans leur sphère privée. Donc ça, c'est un type de fonctionnement que l'on constate encore aujourd'hui dans une frange minoritaire, hein, de la population, mais qui existe bel et bien. Un deuxième type de fonctionnement que constatent les travaux actuels est ce que l'on pourrait nommer le modèle égalitaire, avec un partage, hein, des responsabilités économiques, domestiques, parentales entre les deux conjoints. Si c'est celui qui existe le plus dans les représentations, hein, dans l'idéal euh, du fonctionnement familial actuel, il reste néanmoins une minorité, hein, parce que dans les faits, hein, c'est le modèle, ce que j'appellerais de la fausse égalité, qui est à l'œuvre, avec des individus qui se réfèrent à l'idéal égalitaire, mais qui dans les faits ne, ne le mettent pas en œuvre. Je vais vous montrer un tableau de l'INSEE. Donc à la suite de cette ligne concernant le travail, les études et la formation, vous avez une ligne concernant ce qu'ils appellent le temps domestique, où ils distinguent à la suite le ménage, les courses, puis viennent les soins aux enfants, puis le jardinage, les activités de jardinage et de bricolage, le temps libre et les trajets. Donc je vous laisse observer ce tableau, hein, essayer d'en tirer quelques constats, hein, en comparant en particulier les hommes et les femmes, et de voir les transformations au fil des 3 enquêtes successives. Alors, vous avez bien sûr noté, hein, la différence de temps que consacrent les femmes et les hommes aux, aux travaux domestiques, hein, à savoir que en 2010, hein, les femmes consacrent en moyenne par jour 3 heures, alors que les hommes, hein, consacrent en moyenne 1h17 au travail domestique. Si l'on compare avec la première enquête de 1986, hein, les femmes à l'époque consacraient 4h10, autrement dit, hein, leur temps moyen quotidien consacré au travail domestique s'est réduit d'1h10, et les hommes, hein, ont augmenté de 7 minutes, hein, depuis 86, l'investissement dans ces activités. Autrement dit, hein, la situation s'est améliorée, on peut dire, pour les femmes, mais pour autant, elles en font encore 3 fois plus, hein, que les hommes quasiment. La réduction, hein, n'a donc pas été absorbée par l'investissement masculin, mais c'est l'amélioration et la mécanisation, hein, donc autrement dit des, des, des appareils, hein, qui sont venus réduire ce temps de travail des femmes, et aussi l'externalisation, hein, d'un certain nombre de tâches vers des entreprises extérieures, hein, par exemple amener le repassage à faire à l'extérieur, ou acheter chez le traiteur le repas tout fait, hein, qui a permis, hein,
cette réduction du temps investi. Mais pour autant, on a encore une très forte disparité sur cet investissement domestique. Cette inégalité a été pointée par des sociologues, des chercheurs, souvent des chercheurs femmes, dans les années 60-70, avec la redéfinition des activités ménagères en tant que travail domestique. Et donc, plusieurs ont argué du fait que cela doit être considéré comme un véritable travail. Il y a bien production de biens et de services, alors certes dans la sphère privée, mais pour autant, ça doit être néanmoins considéré comme un travail, puisqu'il y a production de biens et de services. Je vous ai indiqué sur la diapo une définition proposée par une économiste qui s'appelle Annie Fouquet et qui définit ainsi le travail domestique comme étant l'activité réalisée gratuitement au domicile et qui a un substitut marchand. Parce que ce que argumentent ces chercheurs, c'est que ce n'est pas la nature de ces activités qui explique qu'elles soient gratuites, puisque quand c'est une personne extérieure au foyer qui vient les réaliser au domicile, elles sont bien rémunérées et considérées comme des professionnels. Donc ce n'est pas la nature de ces activités, mais bien la personne qui les réalise qui explique qu'elles ne soient pas reconnues, ni financièrement, ni socialement, comme un véritable travail. Et de la même façon qu'on parle de travail domestique, il me semble qu'on peut aussi parler de travail parental. Donc, on peut considérer, on peut constater que les femmes assument entre 2/3 et 3/4 du travail domestique, et cela a été étudié donc, depuis les années 70. Alors, on peut citer plusieurs travaux. Là, je vous pointe simplement certains aspects de ces constats, notamment une sociologue qui s'appelle Danielle Chabot-Richter, qui a pointé le fait qu'il existe une relation de service entre la femme et son conjoint et ses enfants, à savoir que elle est dans une relation de service à leur égard, puisque chacun d'entre eux, et le corps social dans son ensemble, considère qu'elle doit être disponible vis-à-vis de chacun de façon quasi permanente. Une bonne illustration de cela est que lorsqu'il y a un enfant malade dans une école, la directrice va généralement téléphoner à la mère en premier lieu, en considérant que c'est naturellement à elle de se rendre disponible pour venir prendre en charge son enfant malade. Un autre élément qui a été pointé concernant ce travail domestique est ce que Monique Eco, une autre sociologue, a pointé comme étant la charge mentale. Alors on en a reparlé l'année dernière avec une bande dessinée qui est parue sur cette réalité, mais à la base, ça a été pointé donc, en 1984, donc sous cette appellation de charge mentale. Monique Eco désigne toute cette organisation des activités du foyer les unes vis-à-vis des autres. Voilà, que le logement reste propre, qu'il y ait de la nourriture disponible, que les enfants soient amenés à l'école, soient récupérés, qu'ils soient emmenés à la visite médicale. Bref, l'ensemble des activités domestiques et parentales requises pour le bon fonctionnement du foyer incombe aux femmes. Et cela est à la fois invisible et non conscientisé par une grande part des acteurs sociaux. On va y revenir à la suite à travers la BD
que je viens d'évoquer. Mais avant cela, juste aussi un autre aspect qui a été pointé par ces travaux, c'est que une bonne part des femmes, euh, lorsqu'elles sont interrogées à ce sujet, euh, ne se plaignent pas véritablement de cette prise en charge des activités domestiques. Alors les travaux qui ont été réalisés l'ont été souvent auprès de femmes ouvrières ou employées, hein, donc une population positionnée en bas de la hiérarchie socio-professionnelle. Mais il se trouve que ces femmes, hein, bien souvent, se disent gratifiées, hein, trouvent une satisfaction dans le fait de prendre soin de leur foyer, prendre soin donc aussi bien de leur logement, mais aussi leur mari, leurs enfants. Elles expliquent hein, que voilà, c'est une façon de montrer leur amour hein, à leurs proches. De... Il y a une sorte de valorisation sociale hein, à leurs yeux, peut-être à mettre en vis-à-vis aussi de leur dévalorisation professionnelle, et aussi une symbolique, un lien affectif hein, qui est ainsi manifesté. Hein. Donc les femmes ont bien conscience hein, qu'elles sont plus investies hein, dans le travail domestique, mais pour une part d'entre elles, hein, il faudrait sans doute d'autres travaux pour cerner plus précisément les faits, elles l'assument de leur propre initiative. Alors, je vous ai évoqué la charge mentale hein, qu'avait pointé en 1984 la sociologue Monique Eco. Et donc là, je vous ai remis voilà, un petit extrait de cette bande dessinée hein, réalisée par la dessinatrice Emma, donc dans une revue grand public hein, l'année dernière, qui a fait beaucoup parler d'elle et qui a ramené dans le débat public hein, cette question de la charge mentale assumée par les femmes. Et voilà, pour un sociologue, hein, c'est assez troublant de voir que une analyse qui a été posée il y a plus de 30 ans hein, sort de la sphère académique hein, par une bande dessinée assez aisément, hein, alors que voilà, cette question n'avait pas véritablement été débattue et n'était pas véritablement sortie hein, de la sphère universitaire antérieurement. Comment peut-on expliquer hein, cette inégalité des activités entre hommes et femmes, hein, en particulier le travail domestique et parental? Alors on a eu des analyses très radicales hein, dans les années 70. La plus connue sans doute est celle de la sociologue Christine Delphi, dans un ouvrage qui s'appelle L'ennemi principal. Le premier tome s'intitule Économie politique du patriarcat et le deuxième tome s'appelle Penser le genre. Alors l'ennemi principal hein, pour Christine Delphi, c'est le patriarcat. Elle adopte comme cadre d'analyse le marxisme et le féminisme. Et donc pour elle, le travail domestique, gratuit, invisible, est la base matérielle de l'exploitation patriarcale. Autrement dit, hein, elle estime qu'il y a appropriation par les hommes du travail des femmes. Donc vous voyez bien là comment ce cadre marxiste féministe hein, est mis en place. De façon plus large, hein, pour expliquer hein, cette réalité, il faut prendre en compte plusieurs aspects. À la fois la socialisation genrée, à savoir que les filles, les garçons n'apprennent pas la même chose hein, dans leur environnement social, et clairement, hein, les rôles féminins et masculins familialistes hein, sont encore transmis par l'éducation aujourd'hui. Hein. À la première séance, je vous avais montré des catalogues de jouets, hein, et les jouets pour les fillettes hein, sont souvent des outils ménagers miniatures, hein, des petits aspirateurs, des petits fers à repasser.
ce qui n'est pas proposé aux garçons, hein. Et donc là, clairement, hein, la socialisation pèse certainement fortement dans cette répartition des activités domestiques entre hommes et femmes. Euh, c'est aussi, on l'a vu, on l'a dit, le fait que ces activités, cette responsabilité domestique et parentale peut être une source de revalorisation sociale pour des femmes qui sont dévalorisées dans la sphère professionnelle. Et puis aussi, hein, il y a ce constat que les femmes donnent un sens affectif, hein, à cette prise en charge de leurs proches. Autrement dit, hein, je leur montre mon amour, hein, en leur cuisinant un repas, en prenant soin de la maison, etc. Donc il y a un phénomène, hein, qui cumule à la fois la responsabilisation domestique et parentale des femmes par la société et aussi, hein, une auto-responsabilisation, hein, une intériorisation de cette responsabilité par les femmes elles-mêmes. Ce qui, voilà, cumulé explique, hein, que cette inégale répartition, hein, perdure, hein, et se modifie très lentement au fil du temps. Je crois que c'est François de Cinglé qui a calculé, hein, le temps qu'il faudrait à cette vitesse pour que hommes et femmes s'impliquent de la même façon dans les activités domestiques. Et alors là, vous referez le calcul si vous le souhaitez, mais c'était, voilà, plus de 100 ans, hein, j'ai oublié le résultat, mais voilà, ça risque d'être extrêmement long pour aboutir à une égalité. Alors j'en viens à un autre aspect des rapports sociaux de sexe dans le travail, cette fois dans le travail extérieur au domicile, en tout cas le travail rémunéré, hein, autrement dit le travail qui n'est pas domestique, qu'on va essayer d'appréhender, hein, à partir de 3 sous-parties, voir comment cela a été traité, hein, dans la sociologie, euh, revenir sur cette redéfinition du travail, et puis enfin constater la division genrée du travail. En préambule, hein, peut-être déjà vous demander votre avis depuis quand les femmes travaillent pour un revenu. Est-ce que vous en avez une idée? Je vous laisse réfléchir 2 minutes là-dessus. Alors effectivement, hein, c'est depuis toujours, hein, c'est-à-dire que de fait, hein, les femmes, depuis qu'il existe des travaux rémunérés, les femmes ont toujours travaillé, hein, contre rémunération, hein. Dans la France d'Ancien Régime, on avait beaucoup de paysannes, hein, donc qui contribuaient à la production agricole, à l'élevage, etc. Des artisanes, des commerçantes, des couturières, des blanchisseuses, des nourrices, des domestiques, des artistes, des soignantes, des chefs d'entreprise, hein. Donc voilà, les femmes étaient investies très fortement dans diverses activités. Au XIXe siècle, hein, quand apparaissent euh, les usines, les manufactures, il y a également des ouvrières, hein, des femmes qui vont s'embaucher comme ouvrières. Au XIXe, hein, les femmes, toute activité confondue, constituent 40% de la population active. Entre les années 1920 et 1960, hein, on a une baisse de l'activité féminine, on en a déjà parlé, liée à cette prédominance du modèle familialiste qui veut que les épouses, hein, restent au foyer. Et donc on descend, hein, à un taux d'activité féminine autour de 1 tiers,
hein, donc c'est environ un tiers des femmes qui travaillent. En 1962, c'est 35% de la population active qui sont des femmes, hein, mais c'est un creux historique, hein, voilà, qui doit être relativisé, hein, par une activité bien supérieure avant, hein, et qui remonte aussi à partir des années 65. Hein. Les femmes retournent vers l'emploi. En 2011, 67% des femmes entre 20 et 64 ans sont actives, hein, et ce sont 76% des hommes entre 20 et 64 ans qui sont actifs. Si on prend une fourchette d'âge plus réduite, entre 20 et 59 ans, les pourcentages sont beaucoup plus proches entre femmes et hommes. Mais les pourcentages récents, hein, sont calculés jusqu'à 64 ans, je ne sais pas pourquoi. En même temps, c'est lié au recul de l'âge de la retraite, hein, mais du coup, les écarts apparaissent plus grands. Mais sur la tranche d'âge 20-59 ans, hein, les pourcentages d'activité des hommes et des femmes sont très proches. Ce travail des femmes a été longtemps invisibilisé, hein, dans le sens qu'il n'a pas été étudié dans les sciences humaines et sociales, et dans la sociologie du travail, hein, y compris. Les chercheurs ont souvent étudié les industries, hein, les usines, les ouvriers dans ces usines, l'organisation de ces entreprises, sans s'intéresser à la différence entre les hommes et les femmes. Comme si, en quelque sorte, hein, les employés étaient indifférenciés de ce point de vue. Et par exemple, un Crozier a étudié une manufacture de tabac, hein, et donc analysé le travail dans cette manufacture en parlant des ouvriers, sans jamais relever le fait que la grande majorité de ces ouvriers étaient des femmes, hein, donc des ouvrières. Et, et donc cela a été relevé pour la première fois par une sociologue femme, hein, qui s'appelle Madeleine Gilbert, et qui a réalisé une recherche, hein, sur les femmes dans l'industrie, qui a été publiée en 66. C'est un travail qui, à cette époque, n'a pas été beaucoup euh, reconnu, et qui a été retrouvé et revalorisé beaucoup plus récemment, hein, puisque ce qu'elle pointait dans cette analyse, hein, est encore valide aujourd'hui, hein, a été constaté, hein, par d'autres chercheurs ultérieurs, notamment Daniel Kerkwat, Maud Marvani, hein, qui ont beaucoup travaillé sur la différence, les différences dans le travail entre hommes et femmes. Ce que constatait Madeleine Gilbert et qui a été constaté dans les travaux ultérieurs, c'est en particulier le fait que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes postes dans, dans l'emploi. Ce ne sont pas les mêmes tâches qui sont confiées aux femmes et aux hommes. Et ça reste encore actuel, hein, comme constat. Autre élément d'analyse, hein, relevé par Madeleine Gilbert, mais aussi dans les travaux antérieurs, le fait que les employeurs vont utiliser des dispositions supposées féminines et supposément naturellement féminines, telles que la minutie, la dextérité, la rapidité, le fait que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Ils vont utiliser ces capacités, hein, pour les affecter à telles activités et donc à tel poste, sans pour autant le reconnaître comme des compétences acquises, et donc sans que ces compétences soient valorisées, hein, à la fois socialement et financièrement. Autrement dit, ce sont des tâches d'exécution
qui sont peu reconnus, hein, peu valorisés. Les femmes vont être considérées comme ouvrières non qualifiées, hein, pour ce type d'emploi. Mais pour autant, ce sont bien des compétences, hein, qui sont acquises durant la socialisation et qui, effectivement, hein, ne sont pas partagées souvent par les hommes. Mais elles sont appréhendées comme étant naturelles et de ce fait non reconnues, hein, par les employeurs comme des compétences acquises, hein, et donc requérant une reconnaissance. Et donc on voit là, hein, comment la différenciation opère simultanément à la hiérarchisation. Hein, on va différencier les hommes et les femmes quant à leur disposition, hein, sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils sont capables de faire, et en même temps, hein, on va hiérarchiser certaines dispositions par rapport à d'autres, hein, ce que les femmes sont capables de faire, ce que les hommes sont capables de faire, avec donc l'utilisation de certaines différences, voire la création de certaines différences pour justifier, hein, de la hiérarchisation. Les hommes seraient naturellement plus aptes à assumer des responsabilités, et les femmes seraient naturellement plus aptes à des activités de fine motricité. Et donc, les, les uns, hein, doivent être valorisés pour cette aptitude, et les autres, hein, ne font que ce qu'elles savent naturellement faire, et donc ça n'a pas lieu d'être valorisé. Donc voilà, voici une photo, hein, sur laquelle on va s'arrêter pour aujourd'hui, qui vous montre, hein, un atelier de couture, hein, où l'on ne voit que des femmes, hein, en train de coudre. Alors dans le cours en présentiel, hein, les étudiants, un étudiant a demandé: mais pourquoi n'y a-t-il que des femmes, hein, dans cet atelier? Effectivement, on ne voit que des femmes, hein, c'est une photo euh, vraisemblablement prise en France, hein, dans un atelier de couture. Euh, En France, hein, à cette époque, mais encore aujourd'hui, on considère que les activités ordinaires de couture, hein, sont des activités féminines, mais on voit bien que c'est tout à fait socialement construit, puisqu'il y a d'autres sociétés où c'est envisagé comme une activité masculine. Hein, si vous allez en Afrique, hein, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique noire, les couturiers, hein, aussi bien ceux qui font les retouches que ceux qui fabriquent les vêtements, sont des hommes, hein, et donc c'est une activité qui est pensée comme masculine. Donc ça nous montre bien, hein, que ce ne sont pas des capacités naturellement féminines, hein, qui sont mobilisées là, hein, mais c'est bien euh, des aptitudes qui sont construites socialement, hein, durant la socialisation, en particulier, hein, dans la famille. Hein, les mères apprenaient aux filles à coudre, et aussi à l'école, hein, où il y avait des activités d'apprentissage de la couture aux filles exclusivement. Et donc, cela explique, hein, que les ateliers de couture ensuite, hein, engagent des jeunes femmes, hein, pour les travaux. Donc on va arrêter ici pour cette 5e séance, hein, et donc je vous incite à, à aller lire, hein, les auteurs que je vous ai indiqués, à la fois oralement dans ce cours, et puis aussi ceux qui apparaissent dans la bibliographie. Voilà, bon travail à tous, et à bientôt.